Le jeune engagé, Titus Curius Linus, fait partie de la Légion romaine depuis 2 ans. Avec ses camarades d'unité, il continue de se former au métier des armes. Caius Marcius Salmorius, légionnaire expérimenté, bientôt à la retraite, l'a pris en amitié. À l'époque impériale, une légion romaine compte environ 5000 soldats. Mais dans le quotidien des soldats, ce qui compte sans doute le plus, c'est l'entourage immédiat et ce qui forme notamment ce qu'on appelle le contubernium, c'est-à-dire le groupe formé par les camarades de tente ou par les camarades de baraquement. Donc c'est un ensemble de 8 hommes qui sont habitués à vivre ensemble, à travailler ensemble, un groupe au sein duquel va se développer un certain nombre de solidarités, bien entendu, mais c'est vraiment ce qui constitue l'environnement immédiat et quotidien d'exercice du métier et de vie personnelle du soldat au sein de l'armée. Au hasard des mouvements de troupes, des camarades de longue date sont séparés. Mais parfois, les amitiés solides survivent à l'éloignement. Nombreuses salutations à toi, Paris, mon frère. Je voulais te faire savoir que je suis en bonne santé, et j'espère que tu l'es aussi. Toi, homme négligent, qui ne m'a pas envoyé un seul courrier, alors que j'agis de manière bien différente en t'écrivant à toi, mon frère, mon compagnon de garnison. Ces correspondances amicales entre légionnaires nous parviennent 2000 ans plus tard grâce aux tablettes de Vindolanda. C'est une correspondance entre 2 amis qui prennent des nouvelles l'un de l'autre. C'est beau de voir cette amitié fleurir. Ils s'inquiètent de leur santé respective. L'un s'excuse de ne pas avoir écrit depuis longtemps. Ils passent le bonjour aux camarades. Comment va tout le monde dans l'unité? On comprend que ces 2 garçons, Solemnis et Paris, ont servi ensemble, mais qu'ils sont séparés depuis. Ce sont de bons amis et ils gardent le contact. Ce genre de lettres éclaire d'un jour différent la vie des soldats romains, faite de camaraderie et d'expériences communes. Les fouilles archéologiques révèlent les objets qui témoignent des moments de détente partagés entre camarades de garnison. Nous avons ici l'exemple de 2 artefacts très rares, 2 gants de boxe. Des objets qui n'ont jamais été trouvés nulle part dans l'Empire romain avant que nous découvrions ces 2 exemplaires. Ils sont sûrement utilisés par les soldats romains pour boxer entre eux. Cela nous rappelle que dans le sol de Vindolanda, on peut trouver ces objets incroyables et uniques qui dévoilent un aspect différent de la vie quotidienne. Ces objets esquissent une ambiance de divertissement, de pari, de tout ce qu'on associe au monde de la boxe aujourd'hui et qui était présent ici aux frontières il y a 2000 ans. Parfois, sans doute, à l'écart de leurs camarades et de l'agitation du camp, les légionnaires s'évadaient dans des activités plus personnelles. Sur ce tesson d'amphore, on retrouve des exercices d'écriture, c'est-à-dire qu'à la pointe sèche, un légionnaire a essayé d'apprendre le latin sans doute et de s'entraîner à l'écriture en répétant les lettres. C'est une très jolie souris en cuir, un petit jouet trouvé sur le site, qui a été fait à partir d'une chute de morceaux de cuir assez épais, probablement le type de pièce en cuir qu'on utilise pour faire une chaussure. C'est le genre de petite créature dont les Romains étaient très familiers sur le site. Des petites souris comme celle-là devaient courir dans les chambres où ils vivaient. C'est plutôt amusant que quelqu'un ait eu l'humour de fabriquer ce petit jouet. Ce que j'aime dans un objet comme ça, c'est sa fantaisie.
loin des armes ou des chaussures militaires romaines. Il nous rappelle toute la dimension humaine de cette communauté. Dans l'effervescence des forts, les animaux de compagnie avaient aussi leur place. On a des crânes d'animaux d'espèces différentes ici. Et parmi mes favoris, il y a leurs animaux de compagnie. Là, c'est un squelette de chien complet qui a été trouvé dans une fosse. La seule partie qui manque, c'est l'extrémité des pattes arrière. La raison est que, même si c'est un animal de compagnie, une fois mort, ils l'ont dépecé avant de jeter la carcasse. Ils ont récupéré la peau de ce chien pour en faire des vêtements ou d'autres objets. On a aussi quelques chats, mais ils sont plus rares, sans doute à cause des nombreux chiens qui rôdaient. Les chats sont aussi moins utiles que les chiens pour les Romains, même s'ils permettent de chasser les souris. Cet espace foisonne donc de nombreuses créatures. L'espace de vie des légionnaires s'organise autour de leur baraquement. L'architecture des forts romains est simple et toujours déclinée sur le même modèle. On peut donc facilement identifier les différents édifices qui les composent à partir des vestiges. Je remonte une rue du baraquement, et de part et d'autre, il y a des rangées de petites chambres, comme dans un motel. Les portes ne sont pas en face de chaque côté, pour préserver l'intimité. À l'extrémité des baraquements des hommes de troupe se situe le logement du centurion. Commandant 80 légionnaires, son grade lui permet d'occuper seul une superficie plus importante. Quant à l'officier supérieur qui commande la garnison, il vit dans une vaste demeure très confortable, le praetorium, qui, outre les appartements, comporte des bains particuliers, un jardin intérieur, un salon de réception, des chambres pour les domestiques. Ici, les régiments militaires sont originaires de toutes les parties de l'Empire. Mais bien souvent, ils sont commandés par des officiers qui ne viennent pas de la même province qu'eux. On le sait grâce aux stèles qui ont été laissées par les officiers stationnés à Vindolanda. Ces belles pierres gravées ont été trouvées dans le praetorium, occupé par l'officier de la 4e cohorte des Gaules. Elles sont dédiées aux esprits, aux génies de la maison, pour qu'ils veillent sur le foyer de l'officier pendant son séjour. Cette pierre en particulier a été érigée par Petronius Fabricus Urbicus, citoyen italien, originaire de la province de Brescia. Si on peut concevoir que les officiers qui commandent les garnisons viennent d'Italie, d'où viennent les hommes de troupe ? Au début de l'Empire, au 1er siècle après Jésus-Christ notamment, l'armée romaine est encore mobile. On a des soldats qui sont encore en large partie italiens. Et puis avec le temps, on décide d'enrôler des gens qui sont présents dans le secteur de stationnement des légions. Donc ça change le profil au sein de l'armée romaine, qui est une armée romaine multiethnique. Et pour ce qui est de leur profil plus particulier, on a sans doute une part majoritaire de ruraux, c'est normal, puisque la population de l'Empire est majoritairement rurale, et même très majoritairement rurale, sachant qu'une partie des soldats sont aussi des gens qui ont un degré d'alphabétisation élevé, et il ne faut pas imaginer l'armée romaine comme une armée de paysans incultes. Le profil des légionnaires variait-il en fonction des garnisons ? Les soldats affectés à Lugdunum, au cœur d'une grande cité de l'Empire, étaient-ils différents ?
l'ancienne capitale des Trois Gaules garde des vestiges de son prestigieux passé romain. Le théâtre et l'Odéon antique témoignent de l'importance de Lugdunum il y a 2000 ans. Derrière ces édifices, dans le jardin de la Visitation, situé sur la colline de Fourvière, les archéologues pensent avoir découvert la garnison militaire de la cité. Ce qui est assez exceptionnel, c'est de découvrir ce camp militaire lyonnais, qui est le camp de la cohorte urbaine de Lyon, qui est connu par les textes, par les inscriptions, qui fait débat depuis longtemps dans le milieu scientifique, mais qui n'avait jamais été vraiment localisé, en fait. La datation des strates de fouilles nous apprend que ce site militaire a été occupé de 69 à 197 après Jésus-Christ. La certitude d'avoir trouvé les vestiges de cette garnison urbaine vient de la densité du matériel militaire découvert. Lucas Guillot, l'archéologue spécialiste de l'armement romain, tente d'extraire un fragment métallique étrangement planté à la verticale. C'est super ça, cet objet dans la coupe. Toutes ces armes offensives qui sont présentes ici, c'est quand même, c'est typiquement légionnaire et c'est typiquement militaire. En tout cas, ça fait vraiment un contexte de camp militaire. Là, voilà. Ah. Voilà. Zut. Cachée dans sa gangue de corrosion, l'arme est difficile à identifier. Ça fait gros épieux, ouais. Gros épieux. Pour tout ce qui concerne les porte-étendards, ils font un peu des formes de lance un peu. Ah, il y a peut-être quelque chose par là. La quantité et la diversité des objets trouvés enrichissent les connaissances sur l'équipement militaire du soldat romain. On s'imagine souvent l'armée romaine où tout le monde est en même uniforme, mais ce qui sort en fait des fouilles archéologiques, c'est qu'au contraire, l'armée romaine avait un accoutrement très hétéroclite. Alors pas sur la base, c'est-à-dire qu'ils étaient tous équipés des mêmes choses. Ils avaient tous un glaive, tous un bouclier, tous une lance, tous une cuirasse, etc. Mais par contre, on observe effectivement des variétés dans la forme des casques, dans la forme des épées, dans la décoration des fourreaux, dans la décoration des ceintures. Alors la seule chose qui ne va pas foncièrement changer, c'est la forme et la décoration du bouclier, puisque le bouclier est peint généralement aux couleurs de l'unité ou de la légion à laquelle on appartient. Mais pour le reste, c'est assez hétéroclite. Les archéologues font l'inventaire des armes mises au jour au fil des mois. C'est impressionnant, une fois étalé sur la table, on se rend vraiment compte de la quantité d'armes qui ont été découvertes dans cet entrepôt du 1er siècle sur la fouille. Oui, c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai que des lots comme ça, retrouvés aussi loin des frontières de l'Empire romain, en plein cœur de la Gaule, qui n'est pas forcément une province militarisée, très militarisée à l'époque, c'est totalement inédit. Ça porte en fait le total à quasiment 300 armes, rien que dans ce seul bâtiment de stockage d'armes qu'on a mis en évidence. La profusion d'équipements militaires peut-elle indiquer le nombre de légionnaires qui vivaient ici? Quelle pouvait être la structure et l'étendue de ce camp? Caractériser un camp dans un cadre urbain, un camp c'est très grand souvent, il faudrait fouiller sur des centaines et des centaines de mètres carrés, des milliers de mètres carrés même, pour pouvoir le caractériser dans son intégralité. En fouille archéologique urbaine, c'est toujours compliqué d'ouvrir grand parce que la vie existe, il y a des bâtiments, des immeubles, des rues, donc on a toujours des fenêtres qui sont étroites. Pour évaluer les structures encore enfouies dans le sol, l'équipe fait une prospection géophysique dans l'environnement immédiat du site. Christophe Bénèche, spécialiste de cette technique en archéologie, dirige l'opération. Et là, reviens un peu à ta gauche. Parfait, voilà. C'est quand tu veux. Voilà, c'est parti.
La méthode au radar consiste à envoyer des ondes dans le sol et à enregistrer les réflexions qui varient selon la nature du sous-sol. Tu vois, là, on a des réflexions, tu vois, à nouveau assez profondes. La méthode électrique consiste à injecter du courant dans le sol grâce à des électrodes. Il se propage plus ou moins facilement en fonction de la densité des matériaux qu'il traverse. Ce qui nous intéresse un peu plus, là, c'est cette zone un petit peu plus profonde qui est plus conductrice, ce qui veut dire qu'il y a un remplissage différent entre ce qu'il y a en début de profil ici et ce qu'il y a plus bas, dans la pente. Donc on pourrait typiquement être sur un remplissage de terrasse. Ok, donc je vais te montrer les résultats radars qu'on a obtenus sur la prairie, là, la partie en herbe. Hein, donc à 80 cm. On voit apparaître des choses. Voilà, alors c'est là où c'est intéressant parce qu'on commence à voir apparaître un certain nombre d'alignements qui se rapprochent de l'alignement des vestiges antiques. Nous, on estimait le passage d'une voie dans cette orientation, dans ce secteur. On pourrait tout à fait être dans quelque chose qui correspondrait, pourquoi pas, au portique, en bordure de rue, entre deux voies qui seraient ici. Hein. Le long d'une voie qui serait ici, ça c'est vraiment très intéressant. Quand on passe à 1,20 m, on a toujours nos deux alignements là, qui sont très nets. On voit très bien. Puis là, tu vois, on a une forme qui est belle. Qui a l'air de se préciser. Une structure là qui répond assez nettement et qu'on va retrouver à 1,40 m de profondeur. Alors là, on la voit bien. Elle a vraiment une forme carrée, tu vois. Une petite pièce ou un ensemble. En conjuguant l'analyse géophysique et les relevés de fouilles, le casernement militaire et les quartiers alentours se dessinent de plus en plus nettement. On est aussi content de voir avec nos yeux d'enfant, en tout cas nos yeux de passionnés, les vestiges qu'on imagine dans notre tête prendre forme et prendre vie grâce à la 3D. Certaines structures sont d'excellents points de repère qui relient les différents quartiers. L'égout qu'on a découvert cette année, en fait, qui est la suite des vestiges qu'on avait déjà dégagés les années précédentes, est particulièrement intéressant pour nous parce que c'est un petit peu la colonne vertébrale en fait, du site. C'est l'élément qui est central, autour duquel toutes les parcelles du camp militaire se développent, qu'on suit d'année en année, qui est très bien conservé. Et ce qui est assez génial, en fait, c'est que dans cet égout, il a aussi servi de poubelle. Et les légionnaires ont jeté au fur et à mesure des années les déchets qui sont passés par là. Et finalement, nous, les archéologues, on est surtout des fossoyeurs du passé. On fouille essentiellement ce que les gens ont abandonné. Et c'est l'occasion pour nous en fait, de découvrir énormément d'objets qui sont liés à leur vie quotidienne, des fragments de poterie évidemment, mais des objets aussi liés à la toilette, au jeu, qui ont été abandonnés ou qui ont été peut-être chassés par la pluie et qui se sont retrouvés dans cet égout. Ces objets donnent des indices sur le profil et le rôle des légionnaires de cette grande cité. La garnison qui était cantonnée ici à Lyon, la cohorte urbaine de Lyon, elle avait à la fois un rôle, elle devait se tenir prête au combat, ça c'est une certitude, mais elle avait aussi un rôle dans la colonie qui était à la fois un rôle de police, un rôle administratif auprès du gouverneur de la province de Lyonnaise, un rôle aussi judiciaire. Et donc il est peu probable que ces gens, dans leur quotidien, notamment dans leur rôle de police, portent tout l'attirail et soient entièrement cuirassés comme s'ils partaient à la guerre. S'il n'est pas toujours cuirassé, le légionnaire ne se défait jamais de son kingulum, la ceinture de cuir orné à laquelle se fixe le fourreau du glaive. Cette ceinture militaire, de par son ornementation, de par son côté ostentatoire, appuie, en fait, affirme l'identité du soldat comme faisant partie d'un groupe qui est celui de l'armée romaine.